Je me demandais, d'un point de vue de négociation, on a fait un épisode récemment sur justement comment augmenter son salaire, comment négocier. Est-ce que tu pourrais nous partager quelques stratégies grand public pour vraiment travailler son talent de négociateur? Ben oui, il y a plein de trucs qui peuvent s'appliquer à toutes les situations. Là, je veux dire, j'appelle ça comme des clés de la négociation. Puis ça fait longtemps que j'ai pas fait du contenu de négo, fait que je suis content. Vous allez me faire réviser mes notions que je pitchais sur TikTok. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de TikTok, mais je commence à avoir le goût d'en refaire. Là. C'est comme quelque chose que j'aime faire et que j'ai un peu laissé de côté. Mais il y a des choses qui, premièrement, des facteurs qui sont hors de notre contrôle, mais qui sont excessivement importants, notamment le timing. Puis le meilleur exemple que je peux donner pour ça, c'est par exemple, tu es avec ta copine à la maison, ta copine vient de se cogner l'orteil sur le mur, sur un meuble. C'est peut-être pas le moment pour lui dire « Hey, tu veux-tu me financer un voyage de 1000$? » C'est comme le timing est plutôt ordinaire. Par contre, si tu attends qu'elle prenne sa première gorgée de vin, elle est détendue, elle a un peu de plaisir, c'est peut-être un meilleur moment pour apporter un sujet. Donc, c'est un peu la même chose si tu veux demander une augmentation de salaire. Il y a un timing. Le timing est toujours clé parce que c'est comment la personne va recevoir ce que tu essaies de lui apporter. Fait que d'emblée, si tu peux contrôler un peu le timing ou tu es capable de percevoir qu'est-ce qui pourrait être un timing intéressant, c'est sûr que si autrement dit, tu envoies un courriel pour dire « Je veux une augmentation de salaire un samedi soir à minuit », c'est peut-être pas le meilleur timing. Bon, il y a ça. Après ça, il y a toutes sortes de... Ça dépend des circonstances, mais par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut augmenter son salaire dans la période actuelle. Je suis un gars qui fonctionne avec des arguments de droit beaucoup. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on appuie notre argument sur quelque chose de factuel. Puis en ce moment, un des meilleurs arguments qu'on peut sortir, c'est l'inflation. C'est, dans le fond, si tu ne me donnes pas une augmentation de salaire, je perds mon pouvoir d'achat. Puis il y en a d'autres qui augmentent les salaires actuellement pour ma compétence. On est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre. Donc, juste d'un point de vue argumentaire, factuel, je pense que tu peux te monter un beau petit dossier, puis ça, c'est important, la préparation. Parce que un des points fondamentaux de la négociation, puis c'est une question de jeu de pouvoir, c'est quoi tes alternatives? Si tu n'as pas d'alternative, tu n'es pas en position de pouvoir. Donc, c'est simple. Si tu veux demander une augmentation de salaire, timing, prépare ton dossier, parle d'inflation, parle de, ça fait, mettons, ta performance a augmenté, tu as apporté de la valeur, etc. Puis, gentiment, si la personne n'est pas prête à te donner ce que tu lui demandes, toi, tu as d'autres alternatives. Il y a peut-être un autre employeur qui aimerait ça t'offrir un salaire plus intéressant pour des tâches similaires. Donc, juste ça, tu as quelques outils là, pour aller négocier. Après ça, en business, je veux dire, on peut en passer plusieurs, mais il y a ce que j'appelle anticiper la coupe de la poire en deux. C'est comme une technique classique. C'est tellement utilisé que tout le monde le sait. On va faire rejoins-moi à mi-chemin ou on coupe la poire en deux ou la pomme en deux, peu importe c'est quoi l'expression. Donc, tu le sais que fondamentalement, par exemple, si tu annonces quelque chose sur Kijiji à 100$, il y a quelqu'un qui va t'arriver à dire « Moi, je veux t'offrir 80$. » Les chances sont vraiment bonnes que si tu lui dis « Regarde, meet me halfway. On coupe la poire en deux. 90, c'est le prix final. C'est le classique du classique. Donc, la pensée supplémentaire par rapport à ça, ça va être de dire, t'anticipes que la coupe va se faire à mi-chemin. Donc, si tu es pour faire une offre, fais une offre plus basse en anticipant elle va être où la coupe dans le milieu pour économiser la différence. Dernier point que je veux dire, parce que là, je pourrais parler, il y en a plein. Là, c'est fascinant. On n'aborde pas souvent ça sur le podcast, mais ça affecte tellement de sphères de vie, tant au niveau, de l'investissement, mais aussi personnel. Puis il y a tellement de valeur, je trouve, puis c'est tellement pas adressé souvent que c'est fascinant. Ça vaut la peine d'en parler un petit peu, puis je vais recommencer à faire du contenu parce que je sais qu'il y a un vide là-dedans. Puis s'il y a bien quelque chose comme une portion de mon expertise légale que je peux ramener dans la vie courante, c'est ça, tu sais. Et que l'autre point que je peux dire, puis je le passe par une anecdote parce qu'on le comprend bien, mais dans le fond, la morale de ça, c'est le premier qui se prononce quand on parle d'une valeur d'une négociation qui est indéterminée. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement c'est quoi la valeur. Donc, par exemple, si tu demandes une augmentation de salaire, mais tu ne dis pas combien et que ton gars te demande, mais c'est combien? Ou tu demandes, OK, combien, es-tu prêt à vendre ça? Combien tu le vendrais? Quand la valeur de ta négociation est indéterminée, le premier qui se prononce perd.
Puis la raison est simple, c'est que, puis ça, c'est l'exemple que je donne dans un des TikTok que j'ai fait à l'époque, mais c'est comme, imaginez-vous un homme d'affaires qui se promène en campagne. Puis là, il voit une belle maison qui lui rappelle son enfance. Il fait « fuck, il faut que j'achète ça, ça me rappelle tellement des beaux souvenirs. » Il se dit « bon, j'ai un budget de 250 000 pour faire une folie de même. Mais en même temps, ça me rappelle, je sais pas moi, la compote de pommes de ma mère. » Tu sais, fait que il s'en va cogner chez le gars. Il dit hey, excusez-moi, mais je capote sur votre maison. Je ne sais pas où est-ce que vous en étiez par rapport à cette maison-là, mais si vous êtes prêt à vendre, moi, je suis prêt à l'acheter. T'sais. Et là, le propriétaire de la maison, il sent la bonne affaire parce qu'il y a un autre principe en négociation, c'est plus tu es pressé, moins tu es en position de pouvoir. Parce que dans le fond, ça sent le désespoir. Là, fait que lui, il se dit bon, ben, le gars, il est pressé. Moi, je sais que ma maison vaut 150 000. Fait que je vais essayer d'y en passer une bonne. Je vais lui dire 175 parce qu'il est pressé. Fait que le gars, il dit, ben moi, je serais prêt à t'en vendre 175. Mais là, l'homme d'affaires, dans sa tête, il dit, j'avais 250 000 de budget pour l'acheter, je suis mort de rire. C'est un sacré bon deal. Fait qu'il donne 175 sans hésiter. Fait que la morale de l'histoire, c'est que les deux personnes ont l'impression d'avoir fait un bon deal dans ce truc-là. Le propriétaire, il a l'impression de l'avoir soincé de 25 000, puis l'homme d'affaires, lui, dans sa tête, il a économisé 75 000. Mais la réalité, c'est que le perdant du deal, c'est le gars qui s'est prononcé en premier. Parce que si le propriétaire avait dit, ben, combien ça vaut pour vous? Le gars aurait dit 250 000. Le propriétaire aurait vendu 75 000 $ de plus sa maison. Fait que bref, ça, c'est une technique classique. Si vous ne savez pas trop combien quelque chose vaut, laissez l'autre personne se prononcer en premier parce que vous ne savez pas à quel point, des fois, la personne, ça vaut plus cher que ce que vous avez dans l'idée. Non, c'est fascinant. Puis à travers l'histoire aussi, c'est fou hein, qu'on raconte une histoire à quel point c'est plus convaincant. Là, j'étais comme super, c'est fou. À chaque fois, je suis toujours surpris de voir le pouvoir d'une histoire. Là, à quel point c'est... J'imaginais la maison, moi, dans ma tête. J'imaginais le gars, puis j'imaginais l'autre gars qui ah ouais, cool, 175 000. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, il vient de laisser 75 000 $ sur la table. Puis ce qui est horrible, c'est que la personne est comme, mais j'ai fait un bon deal. Tu sais, mais dans le fond, non. T'as perdu 75 000 $. Nous, tu vois, en négociation salariale, parce que ça fait depuis 2014 que je travaille dans le milieu des agences, en négociation salariale, on aime donner le salaire qu'on veut. Pour nous, c'est la première personne qui dit le salaire qu'il veut, c'est elle qui est plus ou moins gagnante. Puis, admettons, si tu veux 70 000, dis que tu veux 80 parce que tu sais que le gars va aller en bas. C'est un petit peu comme ça plus qu'on fonctionne dans la négociation salariale et non la négociation de biens. Mais la notion de dire son prix en premier, je suis curieux. Ultimement, dans n'importe quelle forme de négociation, surtout mettons qu'on achète quelque chose, on négocie, idéalement, c'est de ne pas être dans la position d'afficher le prix ou de dire le prix que tu souhaites au départ, dans le fond, peu importe. Ben, c'est que ça dépend c'est quoi le contexte. T'sais, quand tu t'en vas au magasin, tu veux que les prix soient affichés. Mais c'est parce que c'est un marché qui est bien établi. Donc, on parle d'une négociation. Par exemple, moi, si j'allais pour demander une augmentation de salaire, si ton patron te dit combien tu veux, ben je pense que c'est normal que tu dises combien tu veux, mais tu veux peut-être utiliser plus la technique de t'overshot, sachant que la poire va se couper en deux. T'sais. Mais je trouve que la question d'un objet non déterminé, c'est quelque chose qui peut arriver quand même régulièrement. C'est-tu la situation la plus fréquente? Peut-être pas, parce que tu t'en vas au McDonald's, tu vas pas commencer à négocier anyway, tu veux que le prix soit affiché, tu vas acheter, right? Fait que c'est plus, ça peut être plus en affaires, où est-ce qu'il y a souvent des choses qui sont pas affichées comme à vendre, mais potentiellement peuvent l'être à vendre, ou des partenariats, ou des choses que tu te dis, bon, mais combien ça vaut, ça, dans le fond? Mettons, service, quelque chose comme ça. Ouais, ou tu sais, je vous dis, hey, les gars, moi, j'aime ça, libre, je veux acheter 25 %, combien ça vaut? En date d'aujourd'hui, à moins qu'on ait fait une évaluation de la juste valeur marchande, on le sait pas. Fait que c'est comme, combien ça vaut exactement? Faut qu'on ait une idée de, si vous me dites 1 250 000, je vais dire, mais mangez de la merde, mais tu sais, c'est comme, je veux dire, le point étant que c'est peut-être pas applicable à toutes les circonstances, puis il n'y a pas une technique de négociation qui s'applique à toutes les circonstances, mais c'est important d'avoir une boîte à outils pour différentes choses pour obtenir ce que vous voulez. Là.